Bonsoir. Chaque année, la France verse 20 milliards d'euros à l'Europe. À l'heure du Brexit, Pièce à conviction a pu enquêter dans les coulisses de Bruxelles pour savoir comment est dépensé cet argent. Et la machine est gourmande. Des centaines de députés et des milliers de fonctionnaires bénéficient de hautes rémunérations et de nombreux privilèges. Pour quels résultats ? Qui décide vraiment des lois européennes? Vous allez le voir, Bruxelles est le théâtre de jeux d'influence qui permettent parfois à des multinationales d'imposer leurs choix. Gros salaires, privilèges et gaspillage, enquête sur les milliards de l'Europe, signé Stéphane Girard pour Cat et compagnie. Imaginez que vous travaillez dans cette immense cathédrale de verre à Bruxelles, le Parlement européen. Et une fois par mois, vous devez déménager pour 4 jours, à près de 500 km de là. Et tout le monde doit suivre. Vos 2500 collègues, vos dossiers et même vos fournitures. Mélanie Vogel vit cela chaque mois. Il faut que je mette le chargeur de l'ordinateur. On a un petit post-it pour penser à mettre du papier et des agrafes parce que nous n'avons pas d'agrafeuse à Strasbourg. Je vais aller faire la même chose que ce que je fais ici, mais à Strasbourg. Et on va tous faire ça. Hein. Eux aussi vont le faire là-bas, les gens qui bossent à la cantine, les huissiers. Tout le monde va prendre ses affaires et on va tous aller jouer le même jeu, mais à Strasbourg. Tous les mois, c'est le même chambardement. Il faut charger plus de 2000 caisses et du matériel dans ces camions. L'opération nécessite 8 poids lourds. Plus d'une cinquantaine de voitures de fonction font aussi le déplacement. Pour les salariés, 2 TGV spéciaux sont mis à disposition. Le transport entre Bruxelles et Strasbourg coûte plus de 25 millions d'euros chaque année. Après 3 heures de voyage, le train spécial arrive en gare de Strasbourg. Voici le 2e siège du Parlement européen. Et pour un bâtiment occupé seulement 4 jours par mois, l'Europe n'a pas lésiné sur les moyens. 220 000 mètres carrés sur 20 étages, chauffés ou climatisés toute l'année. L'édifice a coûté près de 300 millions d'euros. Les parlementaires ont l'obligation de venir ici 4 jours par mois pour voter les lois dans l'hémicycle. Cette contrainte, très coûteuse, est inscrite dans la Constitution européenne. Ici, à Strasbourg, Mélanie Vogel dispose aussi d'un bureau. Elle loue un appartement aux frais du Parlement. Je vais me connecter sur ma station et c'est comme si j'étais à Bruxelles. Donc il y a le même matériel qu'à Bruxelles en double quoi. Exactement. Et qui sert, celui-là, il est allumé 3 jours par mois. Là, il y a le bureau qu'on peut rétracter, ainsi que la banquette que tu peux rétracter. C'est un peu comme dans une caravane. Voilà. Et il y a effectivement une salle de bain. C'est un peu comme un hôtel. Il y a même un petit salon, n'est-ce pas, qui est changé à chaque session. Et il y a une douche qui, comme vous pouvez l'imaginer, ne sert jamais. Mélanie travaille avec Pascal Durand. Il est député européen des Verts depuis 2014. Je ne t'ai pas dit bonjour à midi. Ouais. Je crois que t'étais pas là. Ça va être... Pour lui, déménager tous les mois est une aberration. 7h47. Ouais, c'est ça. C'est une énorme ânerie. On déplace 2000 personnes pour
allez, 4 jours, même pas, parce que vous voyez, on arrive lundi, en milieu d'après-midi, on va aller voter. L'ordre du jour, là, ça va nous prendre une demi-heure, et puis on aura tenu officiellement une journée de session. C'est pas raisonnable, il faut trouver une solution pour Strasbourg, pour Bruxelles. Mais enfin bon, il faut arrêter ces allers-retours 4 jours par mois, c'est stupide. Alors combien l'Europe économiserait-elle si le Parlement cessait de déménager tous les mois? La Cour des comptes européenne a fait le calcul. 114 millions d'euros par an, soit 6% du budget du Parlement européen. L'Union européenne, c'est une quarantaine de bâtiments somptueux, dessinés par des architectes de renom. Des matériaux précieux, du personnel aux petits soins. À Bruxelles, rien n'est trop beau pour l'Europe. Tirer et on va la faire voler. Ça ne peut pas toucher, hein. Et on pousse, voilà. Salaire, indemnité, élus et fonctionnaires bénéficient d'avantages confortables. Aujourd'hui, on finit grosso modo autour de 9 000 euros net. La France compte 74 députés européens. Le sont-ils tous, par conviction? La présence au Parlement européen sert de lot de consolation pour un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques français. Bruxelles, un théâtre de pouvoir, de rivalité et d'ambition. Nous avons, c'est vrai, le pouvoir de l'idée, le monopole de l'initiative, le rôle d'impulsion. En coulisses, se livrent des guerres féroces. La Commission européenne, avec Andriukaitis, le commissaire, il a été minable. La frontière entre intérêts personnels et privés n'est pas toujours claire. Mais vous êtes lobbyiste ou parlementaire? Quand j'ai un conflit d'intérêts, je le dis. Il n'y aura jamais aucune règle qui rendra vertueux tous ceux qui sont négligents ou tous ceux qui sont fripons. Commencez par avoir un bon code au niveau du journaliste que vous êtes. Enquête sur les milliards de l'Europe. Combien coûte l'Europe aux Français? Ce jour-là, à Paris, à l'Assemblée nationale, les députés doivent approuver la somme que la France versera à l'Europe en 2018. Nathalie Loiseau, la ministre aux Affaires européennes, vient leur présenter la facture. Mesdames et messieurs les députés, le montant du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne s'élève à 20,2 milliards d'euros dans le projet de loi de finances pour 2018. 20 milliards d'euros, c'est presque un dixième du budget de la France. Pourtant, l'hémicycle est quasiment vide. Et pour cause, les députés n'ont pas leur mot à dire. C'est Bercy qui fixe le montant. 300 € par Français cette année. Le Parlement français est à cet égard très contraint et ne peut que dire oui ou dire non. Nous ne pourrons pas ni fixer le montant, ni même en modifier légèrement le volume. Il ne s'agit absolument pas de quelque chose qui nous serait extorqué. C'est bien un choix européen que la France fait. Comme la France, les 28 pays d'Europe contribuent au budget de l'Union en fonction de leur poids économique. En tout, 150 milliards d'euros chaque année. La plus grosse part, 140 milliards, finance des actions concrètes sur le terrain. Les 10 milliards restants sont alloués au fonctionnement des institutions et à leur train de vie. Ils financent par exemple les salaires des 44 000 fonctionnaires européens. Parmi eux, les huissiers du Parlement. Ils sont une soixantaine, recrutés sur concours. Après 20 ans de bons et loyaux services, Pascal Feuillois est le chef des huissiers. On le reconnaît à sa chaîne dorée. C'est notre fierté, notre costume de cérémonie. Ce costume a été fait à l'époque de la Révolution française. Il n'y avait plus de porte. Donc en fait, voilà. Les huisseries, d'où le mot huissier. Et donc cette chaîne particulière empêchait les gens de rentrer dans la nouvelle assemblée. Donc on l'a détachée de chaque côté de cette manière-ci. Et on la suspendait à la porte pour montrer qu'il n'y avait pas d'accès. L'huissier débute chaque journée par une tournée d'inspection réglée au millimètre.
C'est hyper important pour nous. D'abord, vous êtes dans l'entrée protocolaire du Parlement européen. C'est ici qu'on va recevoir les chefs d'État. C'est ici, par exemple, qu'on a reçu toutes les délégations lors de l'hommage qu'on a rendu à Helmut Kohl. Donc j'ai mes tocs, forcément, comme tout bon huissier. Donc c'est vraiment être sûr que les cordons rouges sont tous mis de la même manière, que chaque poteau est mis entre 3 carrelages, que la moquette n'est pas abîmée, qu'elle n'est pas tachée. En moyenne, un huissier gagne 5 000 € net par mois. Voilà, vous mettez les heures de jour comme d'habitude. Le français, il est où? Ce sont les seuls fonctionnaires à pouvoir pénétrer dans l'hémicycle. Leur prestation est digne d'un hôtel de luxe. Et là maintenant, vous avez mes collègues qui sont en train de préparer la plénière donc, qui va s'ouvrir à 9 h. On fait en sorte que le député n'est pas soucié de prise de documents, que le député n'est pas soucié s'il a besoin d'un verre d'eau, qu'il n'est pas soucié s'il a besoin de n'importe quel service, qu'on soit disponible pour lui. Les huissiers ont appris à connaître les petites habitudes de chacun, comme celle des présidents de séance. Ben, ils ont leurs petites connaissances, voyez-vous, aux plates, aux pétillantes. Donc on sait quelle personne prend de l'eau plate, quelle personne prend de l'eau pétillante. Et mon collègue est en charge tous les lundis à 16 h de vérifier que le coussin du président est bien posé sur son siège, parce qu'en fait c'est un siège qui doit être rehaussé. Et ce petit coussin-là est rangé après chaque session pour pas qu'on nous le vole. Donc pour nous c'est important que le coussin soit toujours placé. Donc la séance est imminente. Différence entre le président et les vice-présidents. 4 huissiers pour faire une haie d'honneur pour une vice-présidente ou un vice-président. 6 huissiers pour le président. Donc là, on est en place. Qui a décidé de ces codes? Ça, c'est le code du protocole. Et voici Antonio Tajani. Vous ne connaissez sans doute pas son nom, mais il est le président du Parlement européen. Élu pour 5 ans, cet ancien porte-parole de Silvio Berlusconi appartient à la droite européenne, comme près d'un tiers des députés. Le président s'exprime dans sa langue natale. Par souci d'égalité, l'Europe n'a pas choisi de langue officielle. Elle en reconnaît 23, et cela a un prix. Parce que tout le monde doit se comprendre, le Parlement fait appel à une armada d'interprètes. On les distingue derrière les vitres fumées de ces petites cabines. Serge Levenec dirige les interprètes français. Il exerce depuis plus de 30 ans au Parlement européen. Moi, je travaille à partir de l'allemand, de l'anglais, de l'italien et de l'espagnol, vers le français. Avant chaque session, il doit se familiariser avec le sujet du jour. Et même en français, c'est difficile à comprendre. Donc là, j'ai téléchargé tous les documents de la réunion. Et c'est sur une recommandation autorisant l'ouverture de négociations relatives à une convention instituant un tribunal multilatéral chargé du règlement des différends en matière d'investissement. Voilà. Dans les cabines, une quarantaine d'interprètes sont à leur poste. Tchèques, roumains, hongrois, portugais, espagnols, grecs. Pourtant, du côté des députés, il n'y a pas grand monde. Ils siègent aux 3 premiers rangs et les chaises sont vides. 5 seulement ont fait le déplacement. Les interprètes travaillent, même s'il n'y a personne pour les écouter. Alice Msalem traduit dans la cabine française. Elle plaint certains de ses confrères. Ça doit être quand même un peu frustrant pour eux, je pense. Nous, en cabine française, on a quand même souvent au moins une personne, un assistant ou quelqu'un au secrétariat, ou voilà, quelqu'un à qui on peut se raccrocher pendant la journée, essayer vaguement de le regarder pour instaurer un semblant de communication totalement fictif. Mais ouais, je pense qu'il y a des cabines qui travaillent dans le vide parfois. Voilà. Mais c'est peut-être pas forcément un très bon truc à mettre dans un... L'interprète est un peu gêné. Des réunions comme celle-ci, il peut y en avoir une centaine par jour. Bien, chers collègues, il n'y a que des femmes pour l'instant d'ailleurs dans la salle. Elle mobilise jusqu'à 1000 interprètes.
La plupart sont employés à la journée pour 420 € net. Il y a en plus 250 fonctionnaires salariés. Aujourd'hui, un fonctionnaire démarre à 3 500 € par mois net. Et puis ensuite, ça grimpe tout doucement au fil des années. Alors ça grimpait plus vite, fut un temps, ça grimpe un peu plus doucement. Aujourd'hui, c'est comme partout, hein, la crise a touché partout. Et voilà. Mais disons que c'est surtout... On finit sa carrière à quel salaire quand on a... Ça dépend. Aujourd'hui, on finit grosso modo autour de 9 000 € net. Est-ce qu'on pourrait imaginer et de gérer tous ces débats dans 3 langues officielles? On peut tout imaginer. On peut tout imaginer. Essayez de convaincre un député français que les 3 langues officielles du Parlement européen seront l'estonien, le maltais et le hongrois. Vous verrez le résultat tout de suite. En plus de leur salaire, les 44 000 fonctionnaires de l'Europe ont droit à des primes, selon leur situation familiale. 6 semaines de congé et une retraite équivalente à 70% du dernier salaire. Au total, ils coûtent chaque année près de 4,5 milliards d'euros au budget de l'Europe. Cerise sur le gâteau, tous les fonctionnaires peuvent placer gratuitement leurs enfants à l'école européenne. Un établissement haut de gamme et multilingue. On peut y apprendre la musique, faire du sport dans des installations dernier cri et apprendre en petits groupes. Plus de 15 000 enfants de fonctionnaires sont scolarisés pour un coût total de plus de 200 millions d'euros par an. Les députés européens ont eux aussi des conditions privilégiées. Ils sont parmi les parlementaires les mieux rémunérés d'Europe. Nous retrouvons Pascal Durand. Avocat de profession, il a été élu en 2014 sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts. Bonjour monsieur. Comme tous les députés, ces bureaux sont spacieux. Et voilà. Salut. Ça va? Il dispose d'un budget de 22 000 € par mois pour rémunérer ses assistants parlementaires. Il n'y avait pas de métro du tout? On avait Ces journées commencent à 8h30. tout à l'heure. Le travail que je fais en tant que député est largement équivalent à ce que je faisais en tant qu'avocat en termes de charge de travail, en termes de pression, en termes de... c'est quasiment la même chose. Pour le 24 octobre. Au premier abord, le salaire d'un député européen équivaut à celui d'un parlementaire français. Un député, il a 2 enveloppes. Il a sa rémunération personnelle. Qu'est-ce que ça gagne? Ça gagne 6 400 et quelques, ça bouge. Au début, c'était 6 200 net. Donc net. Ça, c'est ce qu'on touche tous les mois en tant que député. Et on a une enveloppe de frais généraux. Et 4 000 € par mois. C'est pas le même titre. Mais ici, les députés peuvent presque doubler leur salaire. Pour avoir droit à ce gros bonus, il faut satisfaire un rituel quotidien. À partir de là... Et qu'est-ce qui se passe à partir de là? Là, ça, c'est réservé au... Voilà, c'est marqué là. For members only. Voilà. Ça, c'est réservé aux députés. C'est là où on signe le registre de présence. Seul le député peut le faire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'envoyer un assistant ou autre. Ça conditionne quoi, cette signature? Eh ben, la présence. Donc, les indemnités de présence journalières. Qui sont de 302 € tout compris. Donc, ça inclut dîner, déjeuner, nuit, etc. Comme on peut le voir sur ce document, pour une semaine de travail, cette indemnité rapporte plus de 1 500 € à un député. En tout, les élus les plus assidus peuvent empocher jusqu'à 6 600 € de salaire net d'impôts, plus 4 000 € pour leurs frais généraux sans justificatif, et 6 140 € d'indemnité de présence. En tout,
16 740 € net par mois. En plus, ils ont droit à un aller-retour par semaine vers leur pays d'origine, en train ou en avion et en première classe. Et ce n'est pas tout. Au cours de notre enquête, nous avons découvert un petit secret jusque-là bien gardé, l'indemnité de distance. Elle figure sur ce bulletin de paiement. Nous rencontrons Elisabeth Morin-Chartier. Cette députée dirige les finances du Parlement. Je voudrais juste vous montrer ça et dites de quelle indemnité parle-t-on ici en fait. Le 25 septembre 2017, un député s'est rendu à Bruxelles, depuis la ville où il réside, à 1 heure d'avion. Nous ne le nommerons pas par souci de confidentialité. Pour ce voyage, il a perçu une indemnité de distance de 330 € qui vient s'ajouter au remboursement de ses frais de transport, comme son billet d'avion par exemple. C'est une indemnité de distance qui permet de venir jusqu'au Parlement européen. Donc ça dépend. Oui. Alors, parce que dans votre voyage, vous pouvez avoir à prendre un taxi, par exemple, ou à vous nourrir pendant votre trajet. Qu'il ait dépensé de l'argent ou pas durant son trajet, le député perçoit ses 330 € d'indemnité sans avoir à produire le moindre justificatif. Chaque année, cette faveur coûte plus de 6 millions d'euros au Parlement européen. Avec ses salaires élevés et ses indemnités confortables, le mandat de député européen est très convoité. En théorie, le travail de ces élus est exigeant. Ils doivent plancher sur des lois souvent techniques, dans des domaines comme la santé, le commerce, l'environnement ou la justice. Cela se passe à Bruxelles, dans les commissions parlementaires. Pascal Durand a choisi celle des affaires constitutionnelles. Nous avons un vote sur le transport, le rail, et nous avons un vote beaucoup plus important sur, et ça c'est très très important, Eurojust, la création d'une agence pour la justice criminelle, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la grande criminalité. Voilà, j'ai mis ma carte de vote, mon nom apparaît, il y a une petite lumière verte, donc voilà, on est prêt à voter. Si certains députés sont très assidus, d'autres ne sont jamais présents. Les élus ne sont pas obligés de participer aux commissions. Les commissions, tout ce qu'on fait ici, qui est vraiment le cœur du travail, c'est toute la préparation des votes en plénière. Donc tout ce travail-là, en fait, il n'y a pas de contrôle réel ni de présence. Mais c'est là que ça se passe. Et si les vrais contrôles devaient avoir lieu, ça serait ici. La seule obligation imposée aux députés, c'est de venir 4 jours par mois à Strasbourg pour voter en assemblée plénière, de 12 h à 13 h. En cas d'absence répétée, jusqu'à la moitié de leur salaire peut leur être confisqué. Le reste du temps, les absences ne sont ni comptabilisées, ni sanctionnées. Sylvie Guillaume est vice-présidente du Parlement européen. Elle reconnaît que les députés sont très peu contrôlés. On pourrait avoir un système de graduation de sanctions qui soit plus net, plus fort que celui-ci. Mais ayez en tête aussi que la sanction ne fait pas tout sur l'incitation à travailler. Si ça suffisait, ça se saurait. Et donc il y a des questions d'éthique personnelle et il y a des questions de conviction dans ce qu'on fait. Alors, comment quantifier le travail d'un élu européen? C'est la spécialité de l'association VoteWatch. Pour elle, le meilleur indicateur est le nombre de rapports parlementaires rédigés par chacun. Nous avons fait le calcul, pays par pays. Les plus productifs sont les Finlandais,
avec 1,13 rapports par an et par élu. L'Allemagne affiche un score de 0,43. Elle est suivie de l'Italie avec 0,38. La France est à la traîne avec seulement 0,27 rapports par député et par an. Pourquoi les élus français sont-ils si peu productifs? Nous avons posé la question à Alain Lamassoure. Député européen depuis 18 ans, sa réponse est surprenante. Parce qu'en tant que député européen, nous ne sommes jamais invités par vous, par les grands médias nationaux. J'ai été porte-parole du gouvernement, sous gouvernement Alain Juppé. En tant que tel, j'étais présent plusieurs fois par semaine dans les journaux télévisés des grandes chaînes. Puis j'ai passé 15 ans au Parlement européen. En 15 ans, j'ai été invité une seule fois par la 3. C'était Soir 3, à l'époque Marie Drucker, à 23h30. Donc voilà, alors pourquoi passer ses jours et ses nuits à travailler au Parlement européen si c'est au prix d'une sorte d'ascèse médiatique? Parmi les 74 députés français, beaucoup d'ex-stars de la politique qui se retrouvent aujourd'hui dans l'ombre. À droite, Michel Alliot-Marie, Nadine Morano ou Rachida Dati. À gauche, Vincent Peillon ou José Bové. À l'extrême droite, Bruno Gollnisch ou Jean-Marie Le Pen. La plupart ont été élus en 2014, après avoir été battus aux législatives de 2012. Il est incontestable que la présence au Parlement européen sert de lot de consolation pour un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques français qui ne rêvent que revenir dans la politique nationale. C'est ce qui s'est passé chez les Républicains en 2014. C'est ce qui s'est passé dans tous les partis politiques français en 2014 et dans tous les partis successifs auxquels j'ai successivement appartenu. Alors, j'en ai profité, puisque j'ai été élu. Il existe un classement dans lequel les parlementaires français sont champions. L'ONG Transparency International, spécialisée dans la lutte contre la corruption, a classé les députés européens en fonction des revenus qu'ils perçoivent, en plus de leur mandat. Parmi les 6 premiers, 3 Français. Renaud Muselier déclare plus de 140 000 € par an. Il faut dire qu'il cumule les fonctions. Il est aussi président de la région PACA et actionnaire de plusieurs cliniques à Marseille. Rachida Dati est avocate d'affaires. Elle conseille des sociétés privées pour plus de 190 000 € par an. Le champion de tous les députés européens est lui, un quasi-inconnu. Il gagne plus de 250 000 € par an comme consultant. C'est Jean-Luc Schaffhauser, député du Front National. Il a installé son entreprise de conseil très loin de Bruxelles, dans le golfe Persique, à Dubaï, un paradis fiscal. Selon sa déclaration d'intérêt, il conseille 2 entreprises de sécurité privée, Los Berger et ICTS, pour 20 000 € par mois au total. Mais qui est Los Berger? L'entreprise franco-allemande pour laquelle travaille le député européen. D'après cette vidéo promotionnelle, la société est spécialisée dans le soutien logistique en terrain de guerre ou de crise humanitaire. Son directeur, Philippe Doucet, nous explique sans détour, par téléphone, l'intérêt de s'offrir les services d'un député européen. Vous savez, dans le cadre des relations qu'il a, lui, il a un certain nombre d'informations qui lui arrivent sur des besoins qui sont exprimés. Et donc, voilà quoi. Et le fait qu'il soit parlementaire européen, ça vous intéresse Nous, on lui fait passer des messages quand on travaille pour l'Europe. Et récemment, on vient de lui faire passer un message sur un contrat qu'on a avec l'Europe en disant attention, on est sur la Somalie, c'est un dossier difficile, faites passer le message que nos entreprises souffrent là, quoi. Là. Bon, Schaffhauser, il a l'avantage, c'est qu'il est en Alsace et notre usine est en Alsace. Donc il est doublement concerné parce que localement, lui, il est député en Alsace, quoi. D'accord ?
Jean-Luc Schaffhauser confondrait-il mandat politique et intérêt privé? Il n'a pas répondu à nos demandes d'interview, alors nous profitons d'une session du Parlement à Strasbourg pour l'interpeller. Monsieur Schaffhauser, bonjour, je suis Stéphane Girard de France 3. Oui. J'ai essayé de vous rencontrer plusieurs fois pour une demande d'interview. Je fais un sujet sur le Parlement européen et je m'intéresse notamment aux activités extra-parlementaires des députés français. Et je vous aurais aimé savoir pourquoi vous travaillez pour Lösberger, ICTS et tout ça, et quel est votre rôle auprès de ces compagnies? Écoutez, tout est dans ma déclaration. Si chacun des députés faisait autant que moi dans une transparence absolue, eh bien, nous n'aurions pas eu les problèmes que certains d'ailleurs parlementaires français ont eu, qui souhaitaient être ministres. Donc, je suis d'une transparence totale et je n'ai rien d'autre à dire. Alors, monsieur que Doucet... c'est bon pour la démocratie et qu'il faut aller dans ce sens-là. Voilà. Monsieur Doucet de Lösberger m'a dit que quand il avait des messages à faire passer à l'Europe, il venait vers vous. Est-ce que vous êtes lobbyiste ou parlementaire? Faux. Mais si, c'est ce qu'il m'a dit. Faux. Mais vous êtes lobbyiste ou parlementaire? C'est complètement faux. Et quand j'ai un conflit d'intérêts, je le dis. Nous avons vérifié. Jean-Luc Schaffhauser appartient à la Commission des Affaires étrangères. Dans ce cadre, il a participé à la rédaction d'un rapport parlementaire sur les sociétés de sécurité privée. A-t-il déclaré qu'il était rémunéré par l'une d'entre elles? Nous avons joint par téléphone l'assistant parlementaire belge qui a retranscrit l'intégralité des échanges de la commission. J'ai été interrogé M. Schaffhauser, qui me dit qu'il a précisé au moment du rapport qu'il travaillait pour des sociétés privées. Ça me dit rien du tout qu'il a fait ça. J'étais toujours là et j'ai pas de souvenir qu'il a dit ça, non. Jean-Luc Schaffhauser n'aurait donc pas déclaré son conflit d'intérêts. Le fait d'être dans la Commission des Affaires étrangères et de travailler pour des sociétés... Pourquoi vous n'avez pas posé Est-ce qu'il y a un conflit à d'intérêts? des dizaines de députés dont vous savez pertinemment bien qu'ils n'ont pas fait dans leur déclaration et qui sont en conflit d'intérêts, travaillant pour des fondations étrangères, au service d'intérêts étrangers? Pourquoi vous ne faites pas ce genre d'investigation? Commencez par avoir un bon code au niveau du journaliste que vous êtes. Pourtant, l'article 2 du Code de déontologie des députés est très précis. Il stipule que les députés ne s'engagent pas à titre professionnel dans des activités de lobbying rémunérées qui sont en relation directe avec le processus décisionnel de l'Union. Le Parlement européen est doté d'un comité d'éthique chargé de statuer sur les conflits d'intérêts. Le député Jean-Marie Cavada en fait partie. Nous l'interrogeons sur le cas de Jean-Luc Schaffhauser. Objectivement, si ce que vous dites est réellement fondé, j'ai pas beaucoup de raisons d'en douter, c'est pas normal. Mais vous me l'apprenez en plus, comme quoi, vous voyez, nous manquons beaucoup, cruellement, de moyens d'information. Mais c'est pas normal, c'est un type d'intérêt croisé, ça c'est sûr. Aujourd'hui, sauf une plainte, personne ne nous présentera un dossier qui nous autorise à nous pencher sur ce genre de choses. On ne peut pas vous saisir de dossier. On ne peut pas s'en saisir comme ça. Il faudrait que le président du Parlement dise voilà, j'ai un souci avec ce député-là et je vous demande de regarder ça, ce qui n'a pas été le cas. D'après nos informations, aucun député européen n'a été sanctionné pour des conflits d'intérêts. Avec ses 750 députés, ses 6800 fonctionnaires et ses 2 milliards d'euros de budget, le Parlement a-t-il des pouvoirs à la hauteur de ses moyens? Il n'est pas seul à décider du destin de l'Europe. À Bruxelles, à 2 pas du Parlement, la Commission européenne est l'autre poids lourd de l'Europe. 33 000 fonctionnaires et 28 commissaires autour de Jean-Claude Juncker, le président. Il y en a un par État, c'est l'équivalent du gouvernement de l'Europe. Ancien ministre de François Hollande, Pierre Moscovici est commissaire à l'économie. Ce matin-là, nous le suivons en déplacement officiel en Normandie.
Il retrouve un ancien ministre de droite, Hervé Morin, le président de la région. Bonjour Président, vous allez bien? Oui, merci beaucoup. Non, monsieur D'accord, si vous voulez. Oui. Le convoi se dirige vers le port du Havre, sous bonne escorte. Pierre Moscovici gagne environ 25 000 € par mois, presque 3 fois plus qu'un ministre français. C'est un rôle qui est, je crois, extrêmement convoité parce qu'il est tout à fait enviable. C'est un poste où vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce que je préfère, ministre des Finances ou commissaire européen, quelle est la plus grande influence. En tout cas, celle d'un commissaire européen dans un portefeuille comme le mien n'est pas moindre que celle d'un ministre des Finances dans un État membre, au contraire. La visite commence par une tournée chez les douaniers. Pierre Moscovici est aussi commissaire aux douanes. Il est spécialisé, le chien? Oui, détection stupéfiant, billets. Stupéfiant et billets. Et billets. Ah oui, il sort le billet de banque et le stupéfiant. Faites gaffe. C'est vous qui nous monte dans votre bateau, alors. Allez. Le commissaire n'a pas été invité pour faire du tourisme. La Commission européenne a de très gros moyens pour investir partout en Europe. 250 milliards d'euros à l'échelle de l'Europe en 2 ans et demi. Et sur ces 250 milliards d'euros, 35 milliards rien que pour la France, qui est la première bénéficiaire. Et donc, nous sommes dans une dynamique qui est une dynamique d'aide aux porteurs de projets. Le président de la région, Hervé Morin, espère bien récolter plus tard les fruits de cette visite, des subventions. Quand je parlerai un jour à Pierre Moscovici de tel ou tel grand projet d'investissement sur le Havre, eh bien, il aura en tête à quoi ça correspond. Le vrai pouvoir des commissaires n'est pas seulement de distribuer des subventions. Dans l'Union européenne, ils font la loi. Il a un vrai pouvoir, un commissaire européen, parce que en matière européenne, il n'y a que de Bruxelles, que de la Commission que peuvent partir les propositions. Il n'y a pas une proposition qui ne vient pas de nous. Et nous avons, c'est vrai, le pouvoir de l'idée, le monopole de l'initiative, le rôle d'impulsion, et puis aussi le rôle de surveillance. Il n'y a que nous qui faisons ça. À entendre Pierre Moscovici, le pouvoir en Europe serait centralisé autour des 28 commissaires et des chefs d'État. Face à eux, que pèsent les avis et les votes du Parlement, la seule instance de l'Union élue démocratiquement? Une récente affaire a révélé de graves déséquilibres entre ces deux institutions. Au cœur de la bataille, le glyphosate. Ce désherbant est répandu partout en Europe. Il promet des rendements maximum aux agriculteurs et des profits records aux industriels qui le fabriquent, au premier rang desquels Monsanto et ses 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires grâce au Roundup. Laissez faire Roundup. Roundup détruit totalement les mauvaises herbes. Le produit a été mis sur le marché en 1975. Roundup, désherbant autorisé pour toute culture. Pour que les agriculteurs puissent continuer à l'utiliser, l'Union européenne doit renouveler son autorisation avant la fin de l'année 2017. Deux camps s'opposent. D'un côté, un commissaire européen, Vytenis Andriukaitis. Il veut autoriser le glyphosate pour 5 ans supplémentaires. Il s'appuie sur les conclusions de l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments. Dans leur rapport, ces experts sont formels. Il est improbable que la substance soit cancérogène pour l'homme. En face, la députée Michèle Rivasi est spécialiste des questions de santé. Elle veut interdire le désherbant. Elle se base sur ce rapport de l'OMS publié il y a 1 an et dont les conclusions sont diamétralement opposées. Le glyphosate est un cancérogène probable pour l'homme. Au mois de septembre dernier, Michèle Rivasi prend la tête du combat au Parlement européen. L'objectif, c'est de sensibiliser, je dirais, à la fois l'opinion publique, mais aussi les élus, qu'il y a un gros problème sur cette autorisation du glyphosate. Et moi, en tant que législateur, je veux remettre la vérité et je veux qu'on interdise ce produit.
À Bruxelles, la députée dénonce un scandale de santé publique. Bonjour à toutes et à tous. Ce jour-là, elle convoque une vingtaine de journalistes pour alerter l'opinion. Pour nous, ces documents, c'est très important. Pourquoi? Parce que entre, voyez, deux agences, l'OMS et l'EFSA, on s'aperçoit qu'il y a une manipulation des sciences. Afin de torpiller les arguments de l'agence de santé, Michel Rivasi s'appuie sur les Monsanto Papers. Des centaines de documents confidentiels internes à l'entreprise qui ont fuité lors d'un procès aux États-Unis. Voilà ce qu'on y découvre. À gauche, le rapport de l'EFSA sur le glyphosate. À droite, une étude interne menée par Monsanto sur le désherbant qu'elle fabrique. Les phrases surlignées sont identiques, mot pour mot. L'agence européenne a copié-collé des dizaines de pages de l'étude de Monsanto. Les conclusions sont les mêmes, au mot près. Aucun type de cancer n'a été observé en lien avec l'utilisation du glyphosate. Cette journaliste américaine a été la première à révéler les Monsanto Papers. Michel Rivasi l'a invitée à prendre la parole. Je suis toujours un peu cynique quand il s'agit de collusion et de corruption entre les gouvernements et les multinationales. C'est courant aux États-Unis. Mais je pensais que les législateurs européens étaient plus concernés par l'intérêt public et appliquaient le principe de précaution. Mais on voit clairement dans ces documents que Monsanto a voulu influencer l'EFSA et y est parvenu à plusieurs reprises. L'objectif de Michel Rivasi, convaincre une majorité de députés de voter contre l'autorisation du glyphosate. 2 semaines plus tard, le 11 octobre 2017, elle organise une confrontation publique dans une salle du Parlement. Sur le banc des accusés, José Tarazona. Cet employé de l'agence européenne est l'auteur du rapport controversé sur le glyphosate. Plusieurs députés mettent en cause les méthodes de l'agence. Pensez-vous, monsieur Tarazona, qu'il soit scientifiquement acceptable que le rapport de l'Agence européenne de sécurité des aliments accepte, vous avez fait référence, les copier-coller de passages entiers d'un document déposé en 2012 par la firme Monsanto? Enfin, estimez-vous que de telles pratiques grandissent l'Europe et développent la confiance dans nos institutions des 500 millions de citoyens européens? José Tarazona reconnaît sans complexe avoir copié certaines parties du rapport de Monsanto. Nous avons copié les parties qui devaient être copiées. Nous avons modifié celles qui devaient être modifiées et nous avons soumis ces études à d'autres scientifiques qui les ont eux-mêmes modifiées. Merci. Pour son rapport, l'agence européenne ne s'est pas seulement appuyée sur les données de Monsanto. Elle cite aussi l'étude de ce scientifique renommé et supposé indépendant, David Kirkland. Ses conclusions sont très favorables au glyphosate. Cette étude que j'ai publiée en 2013 s'est étalée sur 6 mois et je pense j'y ai travaillé un total de 10 jours pleins. En réalité, l'étude de David Kirkland a été commandée et financée par Monsanto. C'est ce que nous apprend cet email interne signé par le toxicologue en chef de la multinationale. David Kirkland pense qu'il en a pour 10 jours de travail et cela nous coûtera 21 780 $. Mais son application ajoutera de la crédibilité. Est-ce que Monsanto a relu votre étude avant la publication? Ils l'ont lu, oui. J'ai pensé que c'était la moindre des choses. Étant donné que Monsanto me payait pour cette étude, donc je leur ai donné une copie pour qu'ils puissent la consulter. Avez-vous la sincère conviction que le glyphosate ne présente aucun risque pour la santé? Vous posez une question que les journalistes posent souvent, qui me pousserait à dire que c'est sans risque, alors que le risque zéro n'existe pas. Comment l'Agence européenne de santé
A-t-elle pu se laisser influencer à ce point par les fabricants du glyphosate? Nous interpellons José Tarazona à la fin de l'audition publique. La législation est très claire. L'étude doit être menée, mais aussi financée par le fabricant du produit. Je pense que tous les scientifiques voudraient avoir les moyens de conduire des études en parallèle. Mais à l'EFSA, nous n'en avons pas les moyens. 2 semaines plus tard, le 24 octobre, les parlementaires s'apprêtent à se prononcer sur le glyphosate. Michel Rivasi espère obtenir l'interdiction dans 5 ans. Non, c'est pas le renouvellement. C'est pas le renouvellement, c'est... Et tu vois, toi-même, tu te plantes là-dessus. C'est l'interdiction. Ça va être très juste. Et donc, jusqu'au dernier moment, je vais encore appeler quelques députés pour essayer de les convaincre, notamment les députés, vous voyez, conservateurs, parce que vous vous rendez compte, si on se joue à 1 voix, 2 voix, on perd, c'est parce qu'on n'a pas fait notre boulot de convaincre jusqu'au dernier moment. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Les députés votent. L'interdiction du glyphosate dans 5 ans est approuvée à une large majorité. Une victoire pour Michel Rivasi. Après ce vote, oui, la pression est du côté des États et de la Commission. Et donc là, ils ont un message du Parlement. S'ils n'en tiennent pas compte, ça veut dire qu'ils ne sont pas sensibles, si vous voulez, à l'alerte qui est faite par les citoyens européens et par les parlementaires. La Commission va-t-elle suivre le vote des parlementaires? Dans la Constitution européenne, rien ne l'y oblige. 1 mois plus tard, le 27 novembre, le commissaire Vytenis Andriukaitis propose aux États membres de renouveler l'autorisation du glyphosate pour 5 ans. Il n'a donc pas tenu compte du vote du Parlement, ni de la pétition citoyenne d'1 300 000 signatures demandant l'interdiction de l'herbicide. Le commissaire a refusé nos demandes d'interview. Nous profitons d'une remise de prix pour l'interpeller. Pourquoi vous n'avez pas suivi l'avis du Parlement sur le glyphosate? Mais nous avons fait la même proposition. 5 ans? Ah non, le Parlement a demandé la sortie du glyphosate en 5 ans. Ah, vous voulez dire interdiction sur 5 ans? Oui, c'est ça, la sortie. D'abord, je voudrais vous signaler que le Parlement, la Commission et tous les États membres de l'Union savent que le respect de la loi est une des valeurs principales de l'Europe. Le Parlement doit se plier à ses obligations. Ce sera tout. Dans cette affaire, la Constitution européenne garantit à la Commission d'avoir le dernier mot sur le Parlement. Quelques heures plus tard, la nouvelle tombe. Après des semaines de débats et de tergiversations, l'Union européenne a finalement décidé de prolonger l'autorisation du glyphosate de 5 ans. Un camouflet pour le Parlement et même un déni de démocratie pour Michel Rivasi. Nos institutions nous ont roulé. La Commission européenne, avec Andriukaitis, le commissaire, il a été minable. Vous voyez, il aurait pu dire, mais attendez, c'est la santé qui est importante. Oui ou non, est-ce qu'il y a un risque? Là, il y a un doute, donc c'est le principe de précaution qui doit s'appliquer. Je trouve qu'il est anormal que des parlementaires élus démocratiquement dans tous les pays européens n'aient pas plus de poids sur les décisions. Pour renforcer le pouvoir du Parlement, il faudrait changer la Constitution de l'Union et donc passer par un référendum. Une décision à haut risque, à l'heure du Brexit et de la défiance des citoyens européens. Et on continue d'en parler avec nos 2 invités. Michel Rivasi, bonsoir. Vous êtes député Europe Écologie Les Verts depuis 9 ans, spécialiste des questions de santé. Et Jean Quatremer, bonsoir. Vous êtes journaliste, correspondant à Bruxelles pour le journal Libération. Et vous observez cette machine européenne de l'intérieur depuis plus de 25 ans. Alors, C'était pas la peine de le dire. Ah bah quand même, précisons-le. Alors quand on est députée européenne, Michel Rivasi, c'est votre cas donc depuis 2009, on a un revenu conséquent, 6 600 € de salaire net d'impôt, 4 000 € de frais généraux, 6 140 €
pour les indemnités de présence. Vous pouvez toucher jusqu'à plus de 16 700 € net au total par mois. C'est une très grosse enveloppe quand même. Oui, mais là, vous faites quand même une confusion. Par exemple, l'enveloppe du secrétariat, on ne la touche pas directement. C'est pour le secrétariat. Vous voyez, moi, j'ai 2 permanences, une à Valence, une à Paris. Il y a tous les frais de secrétariat. Ça va pour les événements que j'organise, ça va pour les conférences, etc. Vous voyez, on ne le touche pas directement, nous. Sur l'autre enveloppe, sur les per diem, vous voyez, quand on est présent au Parlement, on touche 300 € par jour. On n'y est jamais du lundi au vendredi, puisque le vendredi, il n'y a jamais de réunion, de commission, etc. En général, moi, j'y vais du lundi soir, vous voyez, au jeudi soir. Et après, je rentre et j'ai un travail en circonscription où on n'est pas payé sur les per diem. Donc, vous avez vraiment grossi une enveloppe qui ne correspond pas à la réalité. En fait, vous avez additionné des carottes et des pommes de terre. C'est-à-dire ça n'a strictement aucun sens. Mais après, est-ce que les députés utilisent tous, par exemple, leurs frais généraux? Est-ce qu'ils ont tous des permanences parlementaires? A priori, non. Le contrôle des frais généraux est bien supérieur au Parlement européen. Alors, ça a été très difficile à obtenir. Hein. C'était un combat, notamment mené par les écologistes, et ça, de ce point de vue-là, je vous tire mon chapeau, pendant 20 ans, pour obtenir un contrôle de l'usage, par exemple, des frais d'assistants, des frais généraux, etc., etc. Et donc, par rapport à aux pratiques, par exemple, du Parlement français, ça n'a rien de comparable. De même, je veux dire, en fait, en réalité, leur salaire, c'est bien les fameux 6 600 € après impôt. Parce qu'il y a un impôt communautaire, je tiens à le préciser. Donc vous trouvez que l'enveloppe globale pour ces députés, elle est justifiée? Mais elle est justifiée. Vous vous rendez compte je veux dire, il y a un côté un peu parisien dans le sujet. On a l'impression que, au fond, c'est tout simple. La vie d'un député français, bon, il est à Paris, il prend un TGV, il rentre dans sa circonscription, 2 heures après, il y est. En gros, là, imaginez, vous venez de Lettonie. Ou vous venez de Prague. Essayez de trouver un vol Prague-Strasbourg. Je viens d'essayer de le faire. Ça n'existe pas. Vous devez faire Prague-Paris, changer, puis ensuite aller à Strasbourg. C'est une journée de voyage. Il faut voir le boulot que ces gens abattent. Donc moi, pas tous, hein, il y a une partie qui ne sont pas là. Mais ceux qui ne sont pas là, ça leur pose... Ils ont un petit problème. Parce qu'en France, vous voyez, ces gens, vous avez 3 députés qui tournent les clés de vote. Parce que le vote n'est pas personnel en France. Donc les députés peuvent très bien n'être jamais présents au Parlement et recevoir l'ensemble de leur salaire, alors qu'à Strasbourg, s'ils ne sont pas là, ça se voit immédiatement. Les taux de présence à Strasbourg... Et est-ce qu'ils sont sanctionnés, justement, les députés absents? Ils ont droit... Alors ça, c'est pareil, c'est une innovation introduite grâce aux écologistes. Désormais, on peut leur faire perdre jusqu'à 50% des indemnités qu'ils perçoivent pendant leur présence. C'est arrivé. Citons un nom, Pierre Moscovici, par exemple, actuel commissaire européen. On voit dans l'enquête. Voilà, à l'époque, il était député européen et ça a été l'un des premiers députés, parce qu'il était en même temps secrétaire national du PS, chargé de la trésorerie, le premier député à être privé de 50% de ses indemnités, donc ce fameux per diem. Donc c'est amusant quand même. Mais alors il y a plusieurs amendements qui ont été proposés au Parlement européen pour rendre obligatoire justement la transparence, l'utilisation de ces frais généraux. Ils ont toujours été rejetés. Alors ça veut dire quand même qu'il y a un frein chez certains à rendre transparent ces comptes. Oui, non, mais c'est vrai qu'il faut améliorer ça. Tout n'est pas parfait et c'est vrai que le groupe écologiste voudrait qu'il y ait, par exemple, qu'on justifie facture à l'appui, vous voyez, c'est frais de secrétariat. Sur frais. Voilà. Parce que quand vous louez une permanence, vous voyez, moi à Valence, je loue une permanence, à Paris aussi, parce qu'il y a mes assistants qui sont... Oui, mais il y a beaucoup de députés européens qui n'ont pas de permanence. On voudrait qu'on affiche à quoi servent ces frais de secrétariat et que ça soit justifié. Et même les Verts, on est contrôlé par un expert comptable pour que tous les mois, on puisse afficher à quoi ça sert. Donc, il faut aller vraiment toujours vers plus de transparence pour que les gens ne l'utilisent pas à des fins personnelles comme ça s'est passé à l'Assemblée nationale. Qui décide de ces règles? C'est ça qui est intéressant. Parce que ce que ne dit pas non plus le reportage, c'est qui décide. Ce qui décide sont les députés. Mais les députés, pas tout seuls. Les députés sont des gens qui sont élus sur des listes établies par des partis nationaux. Et qui bénéficient de ces fameux fonds notamment, vous vous rappelez le scandale là, du Front National qui avait pris une partie des assistants locaux pour financer ses propres assistants au sein du parti. Ce sont en réalité les partis politiques nationaux qui siègent à Bruxelles, qui sont représentés à Bruxelles. Il n'y a pas de parti politique européen au sens où il y a des partis politiques nationaux qui décident de ces règles. Et c'est eux qui freinent parce que, d'abord, personnellement, ils gagnent, mais aussi une partie de ces sommes qui ne sont pas contrôlées peuvent aller directement dans les caisses des partis nationaux. Donc à Bruxelles, il faut bien voir, c'est pas une espèce de dieu européen ou de chef d'État européen qui n'existe pas, qui décide des règles. Ce sont toujours les États
et derrière les États, les partis politiques nationaux. Alors, pour en revenir à l'absentéisme des députés, on voit dans le reportage le député Alain Lamassoure qui explique que si certains élus français ne sont pas très actifs au Parlement, c'est parce que les médias ne s'intéressent pas à eux. Que pensez-vous de cet argument, Jean Quatremer? Alors, non, mais l'argument, il y a un double argument. L'argument en lui-même n'est pas très exact. Je pense que le vrai argument, c'est qu'on a tendance à envoyer à Bruxelles des retraités ou des pré-retraités de la vie politique française. C'est un lot de consolation. Moi, le nombre de fois où j'ai vu des élus qui passaient, qui attendaient, qui perdaient une élection, qu'on voyait arriver à Bruxelles, donc on mettait sur la liste au Parlement européen, qui arrivaient à Bruxelles, qui ne faisaient strictement rien. Et puis, dès qu'il y avait une élection nationale, ils se représentaient et les Français, pas chiens, les réélisaient dans leur circonscription et ils quittaient immédiatement Bruxelles pour revenir à Paris. En attendant mieux. Oui, et ça, qu'est-ce qui fait ça? Les Français, ça oui, c'est vrai, et les Italiens. Ce sont les deux pays, c'était les cancres absolus de l'Union européenne. En Allemagne, au début de carrière politique, on vous demande de choisir entre une carrière nationale et une carrière européenne. Vous choisissez la carrière européenne, vous devez vous engager à faire au moins 3 mandats, sauf exception. Un mandat pour apprendre, un mandat pour être effectif, un mandat pour transmettre. Et là, vous avez des gens, et qui dominent aujourd'hui le Parlement européen? Les Allemands, les Français à côté. C'est des tribus gauloises qui arrivent pépères. Vous êtes d'accord avec ça, Michel Rivasi? D'abord, moi je ferais un bémol, parce que les Verts ont toujours été très pour les élections européennes. Parce que pour nous, l'Europe, c'est vraiment le territoire qui a la dimension par rapport à toute la problématique sur le climat, sur l'environnement, les produits toxiques, etc. L'évasion fiscale aussi. Bon. Mais ce que disait M. Lamassoure, là où je ne suis pas d'accord, c'est que c'est vrai qu'on a des difficultés à faire comprendre l'Europe par rapport à certains journalistes. Mais moi-même, qu'est-ce que je fais quand j'ai vu ça? Eh bien, je fais des conférences de presse à Paris. C'est-à-dire que j'utilise les locaux qu'on a à Paris pour dire « Regardez, sur le glyphosate, il y a un problème ». Je le fais à Bruxelles, je fais des conférences de presse à Paris. En ce moment, je me bagarre beaucoup sur les nitrites qu'on trouve dans les charcuteries qui sont cancérogènes et où l'Europe doit le réglementer parce qu'on ne va pas réglementer qu'à la dimension française. Eh bien, je fais une conférence de presse à Paris. C'est-à-dire qu'il faut aller les chercher, les journalistes. Si vous attendez qu'ils viennent à vous, ah ben c'est sûr qu'ils ne vont pas faire forcément le déplacement à Bruxelles. Oui. Donc ça dépend aussi de la motivation, vous voyez, de l'énergie renouvelable en quelque sorte du député qui se dit, ben pour faire parler, parce que l'Europe, elle est proche du quotidien des gens. Mais encore faut-il le dire. C'est vrai que les médias, globalement, les médias ne s'intéressent pas aux questions européennes, les médias audiovisuels en particulier. C'est pas moi qui le dis, il suffit de lire les rapports parlementaires qui sont faits sur l'information européenne. On voit par exemple les chaînes de télévision françaises. Sur l'information internationale, c'est ça. Sur l'information européenne, je crois que c'est à peu près 1% du temps d'antenne consacré à l'information, en général sur un an. Bon, on a finalement, je dirais, les députés que nos médias méritent et on a les médias que nos députés méritent. Voilà, exactement. Oui, et puis une autre ambiguïté, souvent on parle de Bruxelles. Mais c'est qui Bruxelles? C'est le Parlement européen? C'est le Conseil, vous voyez, des États, c'est la Commission. Et souvent, il y a une ambiguïté parce que vraiment, être député européen, c'est énormément de travail. À partir du moment où on s'y investit, qu'on n'a pas de cumul de mandats ni de conflit d'intérêts. Autre question soulevée dans notre enquête. On a vu dans le reportage un député français rémunéré par 2 sociétés de sécurité, alors qu'il participe en même temps à un rapport sur les sociétés de sécurité privées. Là encore, les règles et les sanctions sont-elles suffisantes pour empêcher les conflits d'intérêts? Mais pas du tout. Et d'ailleurs, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, ce que vous avez démontré. Ça montre que là, il y a un véritable conflit d'intérêts, puisqu'il était à la Commission des Affaires étrangères et qu'il votait sur un règlement qui était en lien avec les organismes de sécurité. Donc, il y a toujours un manque de contrôle. C'est pour ça qu'il faut améliorer l'Europe. Vous voyez, c'est pas, moi, je suis pas du tout une eurobéate en disant tout va bien. Mais je me dis que il faut qu'au Parlement, comme à l'Assemblée nationale d'ailleurs, il n'y ait pas de conflit d'intérêts au niveau des députés. Et il faut que l'organisme qui contrôle ça puisse s'auto-saisir, vous voyez, pour dire il faut que vous abandonniez le fait de toucher 20 000 euros par mois par rapport à ces sociétés. Mais dans le reportage, on cite, le député du Front National se défend en citant le cas d'un autre député qui était payé par une société, par une fondation étrangère, etc. Elle cite pas le nom. C'est dommage, parce que le nom, c'est celui de Sylvie Goulard, qui a été brièvement ministre de la Défense et qui a démissionné à cause de ça. Parce que, de fait, c'était dans sa déclaration d'intérêt, et là, mea culpa, tous les journalistes, on a tous fauté, parce qu'on n'a pas été regardés. Et effectivement, alors qu'elles sont publiées. C'est publié. Et pendant 3 ans, elle a été payée 10 000 euros par mois par une fondation américaine. Ce qui pose un problème, c'est qu'a-t-elle fait pour cette fondation américaine? Quelle était la nature de ce travail? Et effectivement, est-ce qu'un député qui est déjà payé
gagner 6 600 € par mois a besoin, en plus, de gagner 10 000 €. Regardez, Rachida Dati, c'est la même chose. Mais c'est pareil pour les députés nationaux. Moi, je trouve que la règle devrait être absolument, mais impitoyable pour les élus de l'Europe, les élus de la République. Pas de mélange des genres, c'est-à-dire vous êtes député pendant 4 ans, vous ne faites que ça. En France, on accepte que des députés soient des avocats d'affaires, ça pose un problème. Exactement. Dire vous faites ça pendant vous-même, c'est comme si vous alliez faire des ménages. Est-ce qu'il arrive que des journalistes fassent des ménages? Non, c'est rare. Pas ici en tout cas, pas ici en tout cas. Non mais là je visais, vous savez qui. Oui. Bon, voilà pour les salaires des députés. Il y a aussi ceux des fonctionnaires. Ils coûtent 4,5 milliards d'euros par an à l'Union européenne. Donc là aussi, des salaires conséquents. Le salaire moyen, il est de 6 500 € net. Jean Quatremer, de tels montants sont-ils, une fois encore, justifiés? Il faut être très clair, je veux dire non. Ça n'est plus justifié. C'était justifié à une époque où, effectivement, venir à Bruxelles, il y a 30 ans, 40 ans, c'était compliqué. D'abord, il y avait peu de gens qui parlaient les langues étrangères. Il fallait quitter sa famille, rentrer chez soi, c'était extrêmement difficile. Il n'y avait pas des avions qui allaient directement au Portugal, etc. C'était d'une complexité extrême. Et donc, c'était un vrai sacrifice de venir à Bruxelles. Aujourd'hui, il faut arrêter, c'est plus un sacrifice. Et en plus, je veux dire, vu ce qu'est le marché de l'emploi, on peut très bien avoir des gens de très grande qualité payés beaucoup moins cher. Il n'y a aucune raison que vous ayez des fonctionnaires payés 10 000, 15 000 €. Le salaire moyen, 6 500, mais il faut rajouter là-dessus des allocations familiales. Il y a toute une série d'avantages. Voilà, l'école gratuite, on l'a vu dans l'enquête, des allocations familiales, des allocations scolaires. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'au sein de la Commission, aussi du Parlement européen, vous avez des gens qui sont très bien payés, mais qui ne font rien parce qu'ils bénéficient du statut de la fonction publique européenne. Donc on ne peut pas les virer. En revanche, ceux qui font le travail, ce sont des contractuels qui, eux, sont très très mal payés. Si vous voyez, si un jour il faudrait se promener, vous verriez que les gens qui travaillent sont souvent payés des salaires de 1 500 à 2 500 €. C'est ça les petites mains. Des contractuels et qui sont corvéables et virables à merci. Michel Rivasi, il faut réformer la fonction publique européenne. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Mais en même temps, je me dis que c'est quand même des gens qui sont formés à haut niveau. Parce que là-dedans, quand on donne le salaire médian, il n'y a pas tous les contractuels, justement. Pour être fonctionnaire, vous voyez, au Parlement européen, il y a énormément de diplômes, il faut parler plusieurs langues, etc. Là où j'étais surprise, c'est lorsque vous avez dit, mais vous ne vous rendez pas compte, il y a 44 000 fonctionnaires. Mais je vous signale qu'à la mairie de Paris, il y en a beaucoup plus. Ils sont 73 000. Alors, ils n'ont pas les mêmes missions non plus. Non, pas la même chose. C'est pas parce qu'il y a 44 000 fonctionnaires qui vont gérer 27 États membres, vous voyez, que c'est énorme. Et quand j'ai regardé le budget, c'est inférieur à 10% des frais de fonctionnement. Alors, au final, il faut savoir ce qu'on veut. Soit il y a 27 États membres avec 751 députés, vous voyez, du Parlement. Qui doit organiser des réunions, etc. Il faut les moyens, il faut des gens compétents. On ne peut pas tout avoir, le beurre, l'argent du beurre. Oui, mais je veux dire, il faut quand même être aussi assez sérieux aujourd'hui. Je veux dire que les gens qui viennent à Bruxelles, qui viennent faire l'Europe, ont des convictions. On ne vient pas là pour de l'argent. Si on veut de l'argent, on va dans les banques privées, les banques d'affaires, etc. On doit bien gagner confortablement, on doit gagner sa vie confortablement, ne serait-ce que pour échapper à un certain nombre de tentations, de faire des... Ces bureaucrates sont des europhiles convaincus, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ce qui est faux, justement. Une grande partie d'entre eux, maintenant, et surtout depuis l'élargissement à l'Est, en Bulgarie, le salaire moyen est de 200 €. Quand vous vous retrouvez à Bruxelles, vous êtes à 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 €. Vous pensez que ça attire des gens qui sont des europhiles convaincus? Ça, j'en suis pas du tout certain. Le niveau de salaire aujourd'hui qui est pratiqué à Bruxelles ne correspond pas à la réalité. Quand vous avez des fonctionnaires payés 10 000 € par mois, qui font des rapports sur la Grèce, sur le Portugal, et qui expliquent froidement qu'il faut diminuer les salaires de 30 à 40%, fonctionnaires européens qui eux-mêmes font grève quand on n'augmente pas de 4% par an leur salaire, ça pose de vraies questions, on dirait en anglais de accountability, donc de légitimité vis-à-vis des opinions publiques qu'on est quand même censé représenter. Au final, on a quand même un Parlement qui nous coûte cher, mais non, pas très cher. À quoi sert-il? On le voit dans l'enquête avec l'affaire du glyphosate. Les députés ont voté contre. Finalement, la Commission n'en a pas tenu compte. Ouais. Alors, à quoi il sert ce Parlement? Écoutez, déjà, on a voté contre. C'est-à-dire que nous, on voulait l'arrêt du glyphosate sur 5 ans. La Commission n'en a pas tenu compte. Elle a fait une proposition aux États membres. Et on a
si vous voulez, il y a eu une majorité pour suivre la Commission. Donc, ce n'est pas la faute au Parlement, c'est la faute aux États membres. Si l'Allemagne, vous voyez, n'avait pas voté pour, eh bien, ça revenait à la Commission qu'elle allait faire une nouvelle proposition. Mais même avec le fait que les États membres sont allés à l'encontre du vote du Parlement, on a obtenu une commission d'enquête. Moi, vous imaginez pas comment... C'est une commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance des agences. Sur arrêtons les conflits d'intérêts qu'il y a dans les agences, parce qu'on parle des conflits d'intérêts des députés, mais le problème des agences c'est encore plus grave, puisque c'est eux qui... On l'a vu dans le reportage. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut absolument on se bagarre aussi sur l'évaluation des molécules de pesticides. Parce que c'est quoi l'Europe? On veut protéger la santé des citoyens européens. Donc il faut que les avis de ces agences soient crédibles, soient objectifs. Si une substance elle est toxique, elle doit être éliminée. Si on a des agences il est utile, ce Parlement qui sont pourries, on n'aura pas ça. Non seulement le Parlement est utile, comme partout dans toute démocratie, c'est une nécessité, c'est ça le problème. Oui, mais si on passe outre les votes... Non, parce qu'il faut bien comprendre une chose, qui sont les maîtres de l'Europe? C'est ça la question fondamentale. Ce sont les États. Ouais. Ce sont les États qui décident de tout. Les chefs d'État et de gouvernement qui décident de tout. C'est eux qui fixent les règles. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Absolument. Ouais. Ce sont eux qui fixent les règles et qui décident de, par exemple, que le Parlement, dans tel domaine, a un avis qui permet de bloquer une décision et dans un autre domaine, que son avis, on peut s'asseoir dessus. Ce sont les États. Donc si on veut que les choses changent dans l'Union européenne, il faut s'adresser aux États en disant mais pourquoi vous ne changez pas les règles? Pourquoi vous ne donnez pas le dernier mot au Parlement européen dans les matières de santé ou environnementale? Ce sont les États. Alors quand j'ai entendu dans le reportage, on dit qu'il faut modifier, on appelle ça la Constitution européenne, il n'y a pas de Constitution européenne, ce sont les traités européens en réalité. Et là, sa Constitution a été bloquée en 2005 par les Français. Il faut changer les traités et passer par un référendum. Pas forcément, encore une fois. Je veux dire que les référendums, c'est des décisions nationales. Il faudrait un référendum trans-européen, ça serait une bonne idée, mais les États n'en veulent pas, encore une fois. Donc tout ce qui dysfonctionne en Europe, franchement, à chaque fois, vous cherchez derrière qui est responsable, ce sont les États, parce que c'est leur intérêt que les choses se passent de cette façon. Et pourtant, ce que je voulais vous dire, c'est que le Parlement, c'est quand même le Parlement qui a interdit la pêche électrique, parce que là, on a, vous voyez, une codécision, et c'est le Parlement qui décide. Parce que là, dans ces règles-là, sur les perturbateurs endocriniens, c'est le Parlement qui a dit on est en la désaccord. Commission a suivi. Pas sur la Commission, les États. Non, ça, c'est les États. Parce que sur des secteurs, c'est pour ça que, quand je disais dans le reportage, il faut renforcer le pouvoir du Parlement européen. Parce que c'est quand même là où on a une vision beaucoup plus large de l'Europe. Alors que les États, ils se recroquevillent dans leurs frontières et ils défendent leurs intérêts industriels. Les députés européens, moi, c'est pour ça que j'aime ce poste de député européen. Parce qu'on a une vision beaucoup plus large. On a un territoire, justement, où la réglementation a un sens, où la protection a un sens. Quand on parle d'évasion fiscale, vous savez qu'avec Eva Joly, on se bagarre énormément sur cette évasion fiscale. Pour réclamer une harmonisation. On réclame une harmonisation. On veut que des grosses sociétés comme Google, Amazon, etc., soient taxées. Alors que là, on voit que très souvent, ils ne payent même pas d'impôts dans les pays où il y a énormément d'abonnés. Eh bien, ça ne peut se faire qu'à l'échelle européenne. C'est pour ça qu'en dernier ressort, c'est les gens qui votent. Il faut qu'ils votent sur des députés sans cumul. En tout cas, on voit bien entre le Brexit et le désamour des citoyens européens à l'égard de Bruxelles, l'Union européenne, elle ne va pas pouvoir continuer comme ça éternellement. Qu'est-ce qu'il faut changer prioritairement ? Alors, d'abord, le Brexit, c'est pas la catastrophe annoncée. On avait dit que ça allait être les dominos et que d'autres pays allaient suivre. C'est exactement le contraire qui s'est fait. Ça a renforcé les pays européens qui oppose à la Grande-Bretagne un front uni. C'est complètement étonnant. Moi, je pensais que la Suède allait suivre, que peut-être l'Autriche, la Hongrie, la Pologne. Au contraire, je dis oh non, nous, on veut rester. Pas question. Un référendum, personne ne veut plus organiser. Même parmi les partis xénophobes, les partis d'extrême droite ou la gauche radicale, ne veut plus organiser de référendum sur l'appartenance à l'euro ou à l'Union européenne. Regardez en France ce qui s'est passé avec Marine Le Pen à la dernière présidentielle. Et alors, que faut-il changer prioritairement ? Ce qu'il faut changer fondamentalement, si on veut vraiment que cette Europe fonctionne, c'est que ça soit plus une Europe des États, mais une Europe des peuples. Ça veut dire que les États organisent, effectivement, acceptent que ce soit les peuples européens qui rédigent eux-mêmes une constitution et qui eux-mêmes n'ont pas leur mot à dire sur ce que les D'où une Europe plus démocratique, où le citoyen est beaucoup plus impliqué et où le Parlement a un pouvoir d'initiative aussi parlementaire, ce qu'il n'a pas à l'heure actuelle. Il faut enlever ce pouvoir au niveau des États membres qui ne rendent pas compte, voyez, de tous les défis auxquels on est confronté. Et on ne le fera pas sans les peuples et sans plaisanter. Je veux dire, je vois pas, tant qu'on ne verra pas des grandes manifestations pour que l'Europe devienne
un objet populaire, je ne vois pas les États renoncer à leur contrôle sur l'Union européenne. Plus démocratique pour les 500 millions d'Européens que nous sommes. Michel Rivasi, Jean Quatremer, merci beaucoup d'avoir accepté de venir ce soir sur le plateau de Pièces à conviction. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle enquête et je vous souhaite une très belle fin de soirée.